Ryan Little. Salut à tous et bienvenue dans l'apéro Mercato. On se retrouve à la Romerie à l'Escale Borelli avec Thierry Audibert. Salut Thierry. Salut Mourad. Ça va? Ça va bien, ça va. Enfin, un peu mieux que le temps, voilà, qui j'espère va quand même se maintenir. Ce qui faisait quand même, il faisait quand même incroyablement beau et chaud toute la semaine. Et le jour de l'apéro Mercato, il pleut. C'est comme ça, on choisit pas le temps, mais on a choisi le jour. Et donc c'est aujourd'hui, et donc c'est l'apéro Mercato. Et donc on va parler de plein de choses passionnantes comme Pape Gueye, notre première recrue, Nielsen Kunku, des rumeurs bidons et les concurrents de l'OM. C'est tout de suite, on part sur la grosse rumeur, qui n'est même plus une grosse rumeur, la grosse info côté arrivée, c'est Pape Gueye. Donc Pape Gueye, Thierry, est-ce que tu connaissais ce joueur ? Je le connaissais de nom, je savais que c'était un joueur qui pouvait... un prospect. Voilà. Mais franchement, non, pas plus que ça. Je suis allé voir 2 vidéos vite pour rattraper le truc parce que j'ai pas regardé Le Havre. Et j'ai eu la bonne surprise quand même de voir que c'est un joueur intéressant, que c'est quelqu'un qui fait quand même 1m87, qu'il est assez vif, techniquement il a l'air performant. Il a l'air bon sur le gelon. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse en tout cas et qui a une grande marge de progression, qui est jeune. Apparemment qui serait monnayé pas très cher. Mais il risque d'y avoir des problèmes juridiques. Voilà. J'espère que ça ne va pas traîner. Alors donc on va rappeler qu'il a signé officiel, donc c'est officiel. Hier, l'Olympique de Marseille a fait une petite vidéo avec des 1 et des 0. Oui. Mais c'était marrant, pourquoi pas, c'était du morse en fait. Oui, c'est ça, c'est du code. C'est le langage informatique, oui. Voilà. Merci. Donc Pape Gueye est arrivé. Donc le problème c'est qu'il avait signé un pré-contrat avec Watford il y a quelques mois et que son pré-contrat a été alors, je ne trouve plus le mot, mais il a été renié par l'entourage du joueur, notamment par son avocat, qui a expliqué qu'il y avait eu des irrégularités dans la tenue de ce pré-contrat. Donc Watford s'estime lésé. Le joueur s'estime libre, donc il signe à l'OM libre. Il pourrait y avoir des poursuites, en sachant que l'équipe explique aujourd'hui que grosso modo Watford menaçait les clubs qui sortaient dans la presse comme intéressés potentiellement par le joueur, mais ils n'ont pas menacé l'OM. Donc on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont peur, parce que l'OM on est fort. Oui, on craint des gueux. C'est pour ça. Et donc il va peut-être y avoir des répercussions. Après j'ai vu qu'il y avait une source anglaise, les sources anglaises tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon, mais qui disait que grosso modo Watford pourrait demander 3 millions d'euros. Donc on peut se dire que même si on doit dédommager Watford à hauteur de 3 millions d'euros pour un jeune prospect, et tout ça, tout le marché actuel, il a été international dans les catégories U18, U19 il me semble, il connaît déjà Bouba Kamara. Même comme ça, même si tu dois payer 3 millions, franchement Thierry, ça passe. Ah oui, non, c'est un joueur sur lequel effectivement 3 millions d'euros c'est plutôt raisonnable compte tenu du potentiel qu'il a l'air d'avoir. Là on parle d'un jeune qui a déjà prouvé à un certain niveau, quoi. Par rapport à ceux qu'on a fait signer pro dernièrement, il y a quand même un écart, quoi. Voilà, il était capitaine du Havre aussi, oui. Donc international, démarché par pas mal de clubs. Moi, il y a un truc qui m'est venu hier, tu sais, je me disais, en fait, parce qu'on était en négociation, et puis d'un seul coup, ça s'est accéléré, on s'est dit, bon, voilà, c'est fait. Je me suis dit, mais en fait, bizarrement, l'OM fait du bon travail en ce moment, non ? C'est bizarre pour moi de le dire. Ben, il n'est pas content derrière la caméra. Non, mais parce que... il est même consterné, le Benjamin. Attends, je suis le premier à les critiquer. Alors vraiment, je suis le premier à critiquer la gestion de Jacques-Henri Hérault. Et je pense que malgré tout, ça, c'est loin de tout effacer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, le lissage du truc de Payet. C'est sûr que ça vient parce qu'à la base, tu lui as donné un énorme salaire. Et que tu sais pas, tu vois, il y a des astérix à mec sur tout ce qui est fait. Mais à un moment, ça vient de Payet si tu veux. Mais à un moment, on peut pas toujours tout critiquer et quand il y a des choses qui sont bien faites, dire bah non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Oui, mais on peut pas non plus, juger la qualité du travail de Jacques-Henri Hérault ou de l'OM actuellement sur la signature de quelques jeunes, comme ça a été le cas dernièrement, qui passent au pro pour un certain nombre de conditions justement, pas qu'ils nous échappent parce qu'il y a des règlements, etc.
On va parler peut-être d'Nkunku tout à l'heure, justement, qu'on n'arrive pas à faire signer. Et puis le recrutement d'un jeune espoir. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est pas ce qu'on attend, quoi. Voilà. Donc je peux pas pour l'instant marquer de la qualité du travail d'Hérault sur ce que je vois là, quoi. Par rapport au cahier des charges, en sachant que jusque-là, enfin tu vois, je veux dire, c'est aussi relatif et ça dépend du travail désastreux qui a été fait avant. Mais par rapport au travail désastreux qui a été fait avant, par exemple l'an dernier on nous a dit, bon, le mercato était plutôt réussi. Déjà on peut voir que depuis qu'il n'y a plus un certain coach, au niveau du mercato c'est un peu mieux. C'était un peu mieux grâce à l'arrivée de Villas-Boas qui a désigné Benedetto et la présence de Zubizarreta et de Valentin. Voilà, et je pense que Villas-Boas... Dont on profite du travail, hein, puisque apparemment Pape Gueye vient parce qu'il avait été ciblé auparavant par le duo. Voilà, et ce qui est... Bon, ça c'est une autre histoire, mais la cellule de recrutement, quand on les écoute, bizarrement, c'est pas toujours aussi bidon que ça. Mais c'était mieux d'aller dans le répertoire des coachs pour voir... ah ben, Grégory Sertic, c'est pas mal ça, si on lui faisait une offre de contrat. Mais je veux dire, par rapport à ce qui est fait depuis des années à l'OM, là je me dis... Franchement, si tu m'avais dit oui, on va réussir à lisser le salaire de Payet, j'aurais dit non. Tu m'aurais dit on va signer Pape Gueye. Comparé en me basant sur les techniques de négociation de Jacques-Henri Hérault, j'aurais dit non. Donc en fait, quand je vois ça, plus ça, et je le critique tout le temps, et je retire rien de ce que je dis, je pense que c'est désastreux la manière dont on gère l'OM, et je pense qu'on est toujours sur un fil, parce qu'en effet, on dépend beaucoup d'André Villas-Boas. Mais ces dernières semaines, je me dis que réduire la masse salariale, c'était ultra primordial parce que tout le monde se focalise sur les transferts. Mais c'est ça qui te coûte de l'argent, c'est ça le problème. Donc tu l'as fait. Ouais, mais enfin, tu vas, alors peut-être sur les deux prochaines saisons, ça peut tenir, mais tu vas être obligé de te taper pendant 2 saisons supplémentaires des joueurs qui ne seront peut-être plus en état d'être performants et de les payer quand même à des salaires qui sont, même s'il y aurait des clauses comme quoi, s'ils ne jouent pas, ils ne seraient pas payés, enfin, mais non, ça, on n'est pas allé voir dedans, quoi. En fait, très clairement, parce que très clairement, ça a été annoncé, machin, c'est un artifice un petit peu par rapport à ce que Payet devait toucher sur 2 ans, il va le toucher en 4 ans. Oui. Après, c'est quand même un geste de sa part parce que rien ne lui dit que dans 2 ans, on n'essaye pas de le dégager ou on ne lui fait pas un coup de Trafalgar. Ça arrive souvent à l'OM. Benoît Chéroux, par exemple, il y a quelques années, il devait logiquement terminer sa carrière à l'OM, etc. Et puis au bout d'un moment, on lui a dit non, en fait, Bielsa, il veut plus de toi. Mais c'était un peu la brune. Mais c'était bon, voilà. Non, et puis il suffit d'un changement de direction, d'un changement de. Voilà, bon, donc, mais ce qui est certain, c'est qu'à très court terme, après, bon, voilà, comme je dis, le truc, c'est qu'à long terme, c'est toujours désastreux. Mais à très court terme, je me dis. C'est mieux que ce qui est fait d'habitude. Et ça me fait bizarre de dire ça parce que d'habitude, je passe mon temps à les critiquer. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas être la personne qui critique juste pour critiquer de manière bête et méchante, tu vois. Oui. Enfin, moi, je suis d'accord pour dire, ça va, ils n'ont pas signé un Sertic, ils n'ont pas signé un Strootman à des prix totalement déraisonnables. Mais si on enlève ça, voilà, c'est le recrutement d'Angers ou Lorient, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas l'Olympique de Marseille, quoi. Et là-dessus, forcément, je suis pas content, quoi. Ouais. Bon, moi, j'attends de voir pour confirmer un peu cette bonne impression du travail qui est fait ces dernières semaines, si surtout Florian Thauvin va lisser son salaire. Si Florian Thauvin lisse son salaire à la suite si on le prolonge d'une saison, même sans lisser son salaire, mais si tu le prolonges juste d'une saison et que donc tu détruis pas sa valeur marchande, là je me dirais ok, c'est pas trop mal comme travail. Mandanda, je suis pas sûr qu'il faille même lisser son salaire parce que, comme tu disais, Payet, déjà, on n'est pas sûr de son niveau dans 2 ans. Là, c'est un gardien de but. Alors bon, on peut penser que s'il fait encore les efforts pour se maintenir au plus haut niveau, l'expérience compensera. Voilà. Après, Mandanda, c'est quand même quelqu'un moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine irrégularité, tu vois. On le voit. Pas cette saison, tu peux. Voilà. Oui, non, cette saison, il est ultra régulier, mais je veux dire justement, pas sur une saison, mais plutôt, tu vois, il fait plutôt une excellente saison, après une saison un peu moyen, après une très bonne saison. Ouais, mais là, il n'a plus le temps, là, maintenant. Je pense que maintenant, il va tout donner jusqu'au bout. Bon, enfin, je lui fais cette confiance-là. Moi, Mandanda, je lui fais cette confiance-là. Après, voilà, je pense qu'avec Payet, on était un peu pieds et poings liés, qu'il fallait vraiment faire quelque chose à très court terme sur son salaire. Qu'est-ce qu'on reprochait à Hérault avant? C'est les conséquences des actes des mecs qu'il a embauchés. C'est-à-dire d'avoir écouté Garcia et les conséquences. Donc, en fait, quand les mecs qu'il a embauchés, ils font des merdes, on lui reproche. Et quand les mecs qu'il a embauchés, ils font des choses positives, on ne peut pas le mettre à son crédit. Donc, je trouve pas ça juste, même si je trouve que c'est ridicule. Et j'enlève rien. Après,
bah, tu l'as dégagé Zubizarreta. Maintenant, tu vas faire comment par la suite? On va voir par la suite ce qui se passe. Et qui te dit que tu vas pas vendre des joueurs et mettre en colère Villas-Boas? On ne le sait pas non plus. Si ça tombe avec Hérault, tout est possible. Et dans un mois, il a tout foutu en l'air et on repart. Et puis on n'aura que Payet dans 2 sens. C'est pour ça que je te disais que pour moi, rien n'est réglé, quoi. On est toujours dans une configuration qui n'est pas celle que devrait être celle de l'Olympique de Marseille. Voilà, on est planté, on est complètement planté. On ne sait pas si Marcourt va remettre de l'argent ou pas, parce que on nous le fait espérer, mais sans plus. Et donc tout justifie en fait qu'il y ait une vente, parce qu'on ne comprend pas comment ce club va pouvoir fonctionner sans apport nouveau. Voilà, je ne comprends pas. Mais bon, voilà, moi mon point en tout cas c'était de dire on peut même parler de la méthode à l'OM, j'en parle souvent, c'est que moi j'attendais qu'il y ait quelque chose. Et tu vois là, le début de méthode qu'on peut se dire, bah, ça avait été mis en place par Zubizarreta Valentine qui écoutait la cellule de recrutement. Ça c'était une certitude, tu vois, on le sait. Eux ils écoutaient la cellule de recrutement. Après le coach n'écoutait pas forcément la cellule de recrutement avant. Et donc ça c'est un début de méthode. Il y a surtout André Villas-Boas, lequel a maintenu la relation avec Gay, par exemple, pendant un bon moment, pendant toute la période de confinement. Bon, il y a aussi, je pense, le travail très actif, on va dire pilotage. Il n'a malheureusement pas tant de moyens que ça, d'André Villas-Boas, qui aide bien Jacques-Henri Hérault, voilà, dont on imagine qu'il n'a aucune imagination et aucune capacité à faire ce que son prédécesseur, Labrune, avait montré, voilà, il avait une capacité à le faire. Hérault, rien du tout. Non, Labrune non plus, il avait une capacité à écouter Meïssa Ndiaye. En fait, c'est pour ça, c'est que tous ces présidents, c'est des hommes de paille, tu vois, ils connaissent pas le football. Et Jacques-Henri Hérault, c'est un N+1, tu vois, c'est un mec, c'est un directeur général qui doit s'occuper des systèmes et des data lakes pour la billetterie. C'est pas un mec qui doit s'occuper du recrutement. Et sauf qu'après, il y a des mecs qui se prennent au jeu, etc. Comme Labrune, par exemple, au bout d'un moment, il s'est pris au jeu. Et il faut qu'ils écoutent les bonnes personnes. Après, ça change rien au fait que l'OM reste complètement déstructuré et que tout peut partir en cacahuète d'ici un mois. Et d'autant plus déstructuré que le seul projet, apparemment, de structuration qui est paru avec son annonce LinkedIn pour recruter des gens, il n'y a toujours rien. Oui. Et que voilà, on est face à un vide complet de gouvernance, quoi. Ne me faites pas croire qu'un Hérault gouverne quoi que ce soit dans ce club. En fait, déjà, c'est piloté par Marcourt à distance, par des gens de chez lui, mais on ne sait pas qui. Et l'OM, pour l'instant, c'est un bateau qui est un peu à la dérive, là, voilà, qui va essayer d'aller mettre un peu de voile pour aller sur l'île là-bas, mais... C'est même pas ça, c'est que c'est piloté par André Villas-Boas et que Hérault, il est là à essayer de ramer face à ses erreurs passées. Il a passé tout le confinement à essayer de dire aux joueurs de baisser leur salaire et après, par chance, Payet est arrivé. Donc en fait, on est un peu dans résorber les trous, quoi. On est un peu en train d'essayer de mettre des rustines un peu partout. Et pour le moment, je me dis que les rustines sont à peu près satisfaisantes, mais tout peut partir en cacahuète. Ben me dit qu'il faut qu'on avance parce qu'on a fait un petit peu long. En même temps, c'est de ta faute. Donc on va parler de la grosse rumeur, enfin la grosse info, même côté départ, c'est Nielsen Nkunku, parce que tu en as parlé. Donc Nielsen Nkunku ne devrait pas signer à l'OM, on s'en doutait un petit peu, même si on avait un peu plus d'espoir ces dernières semaines, qu'il pouvait peut-être y avoir un rapprochement, etc. Donc il devrait partir Everton, la Juve ou Leipzig, donc il y a un peu tout là-dedans. On parlait de Nice aussi à un moment, mais donc ça fait au niveau de la politique des jeunes, parce qu'on est devenu un club formateur, on nous a dit déjà il y a un an Jacques-Henri Hérault, ça fait 2 jeunes de prospects sortis du centre de formation après Liadji qui quitte l'OM. Qu'est-ce que tu penses de ce départ ? Alors moi j'ai du mal à me prononcer là-dessus parce que moi Nkunku je ne l'ai jamais vu jouer, donc déjà je ne peux pas me prononcer, et même si je l'avais vu jouer 1 ou 2 fois, je pense que je m'interdirais même peut-être de porter un vrai jugement dessus, mais de choses l'une, on ne l'a pas vu jouer avec les pros sur la saison dernière. Donc j'imagine qu'il lui manque encore des choses. J'imagine que si Villas-Boas n'a pas indiqué à Jacques-Henri Hérault qu'il fallait absolument s'investir sur lui, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Donc moi après on me raconte la Juventus, je ne sais plus quoi, je veux dire, voilà, ça ne m'impressionne pas.
Mais je note quand même qu'il était longtemps présenté comme un espoir. Il y en a quelques-uns qui ont signé. Et lui, comme Liadji, ne va pas finalement signer dans son club formateur. Ça me fait poser des questions sur vraiment comment on cible les joueurs et sur le trajet qu'on leur propose, quoi. Parce que après, ça te donne l'impression que quelque part, les autres sont des signatures au rabais, tu vois. Donc c'est assez bizarre comme impression, quoi. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire des signatures au rabais? Tu veux dire que tu as l'impression qu'on a signé les autres parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix et que Nkunku, lui, il avait d'autres choix oui, moi en même temps, j'entends ceux qui disent, parce qu'ils les voient jouer, que ce sont des bons joueurs, des espoirs. Par exemple, le petit Bertelli, j'ai l'impression que... Alors qu'Nkunku, il y avait... parce que nous, on avait reçu Idriss et Azir qui voient tous les matchs de la réserve, oui. Et qui tous les deux avaient mis des réserves un peu sur le profil d'Nkunku qui ne progresse plus depuis quelques temps. Hein. Et pareil, même André Villas-Boas, en conférence de presse, avait dit, donc voilà, il a certaines qualités, mais il y a des choses sur lesquelles il faut qu'il travaille. Donc, moi je me méfie un petit peu d'Nkunku. En fait, moi je l'ai vu jouer 2 fois grâce au match de la réserve qu'on a retransmis sur Football Club de Marseille avec nos partenaires de Chronos. Donc c'est vrai qu'il ne m'a pas impressionné, les buts venaient de son côté, etc. C'est quelqu'un qui a une puissance physique. Mais après ça montre aussi autre chose, c'est que son agent a beaucoup parlé dans la presse, il dit des fois à gauche, à droite, machin, donc il est suivi dans d'autres clubs, machin, tout ça. Donc il y a aussi la manière dont tu es géré en fait en tant que jeune. Oui, c'est sûr que les agents ont beaucoup de pouvoir sur leurs joueurs et c'est clair que ça peut orienter des décisions des fois. Voilà, oui, ouais, c'est clair. Moi, en tout cas, ce que je regarde, c'est que je fais beaucoup confiance à André Villas-Boas et que si André Villas-Boas ne fait pas monter le jeune, c'est qu'il y a des bonnes raisons. On sait qu'il y a une bonne entente aussi avec Nasser Largué. Donc, si le joueur n'est pas prêt, c'est qu'il n'est pas prêt. Voilà, donc le valoriser ne sert peut-être à rien, quoi. Ouais, donc voilà, donc on va faire. Mais d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu, on en est tous là. En fait, le projet, c'est même pas ce que j'ai dit. Bon, le travail est plutôt bien fait avec Jacques-Henri Hérault, mais en fait, j'aurais plutôt dû dire ces dernières semaines, le travail est plutôt bien fait par André Villas-Boas, parce que si Dimitri Payet, il a envie de lisser son salaire, c'est parce qu'il s'entend bien avec André Villas-Boas. Si des jeunes ont envie de signer, c'est parce que Nasser Largué s'entend bien avec Villas-Boas et que donc ils discutent ensemble. Donc voilà, Payet, c'est un tout. J'ai l'impression que c'est aussi un choix familial. Et ça fait plaisir d'ailleurs, la photo qu'il a fait hier annonçant la grossesse de sa femme, voilà, sur le 4e gosse, une fille avec le stade Vélodrome rose. Voilà, j'ai trouvé ça très très sympa. Et c'était quelque chose qui me fait très plaisir en tant que Marseillais. Moi, ça m'a un peu marqué dans la conférence de presse là, avec de Payet qui annonce qu'il lit son salaire. Tu vois très bien que quand il parle de Villas-Boas, voilà, il est ému, etc. Et cet effort-là, à mon avis, si Garcia est encore au club, si ça se passe mal avec le coach et tout, il y réfléchit même pas. Oui, c'est clair. Donc, il va faire son contrat et puis voilà. Ouais. Il y a clairement ça. Donc je pense que oui. En fait, moi, j'avais des doutes sur le fait que Villas-Boas reste dans ce contexte un peu pourri, mais Villas-Boas semble faire du bon travail pour le moment dans ce contexte très difficile. Donc voilà. Et Jacques-Henri Hérault, comme dirait Ben, ça lui tombe tout cuit dans la bouche et il profite du travail de Villas-Boas. Et tant mieux parce que ça me donne un peu d'espoir. Si on n'est pas vendu, peut-être que la saison prochaine ne sera pas pourrie quand même grâce à Villas-Boas. Bref, on repasse aux rumeurs en vrac. Donc là, c'est vraiment du bon bidon, ça va aller vite. On nous a d'abord annoncé Calcio Mercato, un site avec des sources béton. C'est un truc sûr, ça. Voilà, que l'OM était intéressé par Paul Lopez, le gardien de l'AS Roma, pour 20 millions d'euros. Alors qu'on va peut-être prolonger d'une saison Mandanda et qu'on a prolongé Yoann Pelé. Oui, ça, j'y crois pas du tout. Combien de pourcentage? Allez, donne un pourcentage. 0,5. C'est pas mal, pas mal. Parce que Hérault est capable de tout. Voilà. 0,5, si Villas-Boas s'en va, ça monte à 3. Ouais. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, ça nous paraît un peu bidon. Après, il y a Jérémy Boga. Donc là, Jérémy Boga, je pense que c'est un peu un fantasme parce que c'est un Marseillais qui est parti très tôt à Chelsea, il me semble, qui maintenant s'éclate en Italie et donc sa saison est très remarquée. Il a mis plein de golassos, etc. Donc il doit être cher. Voilà. Et il était passé par Rennes déjà en prêt, ça n'avait pas très bien marché, mais donc là, il est sur le marché pour 25 millions d'euros et le Disport
attention là, nous annonce que l'OM... Là c'est le niveau d'e-sport, c'est au niveau au-dessus. Voilà, l'OM est intéressé par Jérémy Boga, qui aurait une bataille entre Lyon, l'OM et Nice pour Jérémy Boga. Oui. Ça t'y crois? Vu qu'on n'a pas les sous et qu'on ne les mettra pas, voilà, je pense pas que ça se fera, malgré peut-être, elle est affichée d'ailleurs, la volonté du joueur de venir défendre les couleurs de sa ville, mais malheureusement, ça passera ni en transfert ni en salaire, enfin je crois pas, compte tenu des conditions actuelles. En salaire, je pense que ça peut passer, mais c'est en transfert, quoi. On parle d'une somme de 25 millions d'euros, quoi. Donc, oui. En salaire, il ne doit pas être si haut, Jérémy Boga. Et puis après, c'est vrai que tu te dis, bon, un Marseillais et tout, on aimerait bien. Lui aussi, il a dit, moi j'aimerais bien jouer à l'OM un jour, mais bon, combien de pourcents ça? Allez, on va faire monter à 5, mais bon, voilà. 5, ouais. J'y crois pas plus que ça, sachant que... Voilà, l'Olympique de Marseille, il faut le dire, dans son état actuel, c'est un clochard, quoi. Voilà, c'est un clochard. Voilà. C'est pour ça que je suis pour la vente. Et d'accord. Tu voulais dire quelque chose sur la vente, non? Hier, il me semblait que tu avais dit... Oui, parce que j'étais assez remonté sur le fait que beaucoup de gens critiquaient la forme de communication de Boudjelal, qui prétendument ne s'était pas encore adressé à McCourt et est venu... se répandre dans la presse pour exposer sa volonté d'acheter, le projet qu'il portait, etc. Et moi, c'est une communication qui me va très bien. Voilà, parce qu'on considère que les supporters sont aussi importants que le propriétaire. C'est un mélange des deux, l'Olympique de Marseille. Et que lorsqu'il dit qu'il avait déjà essayé d'approcher McCourt, on peut ne pas le croire, mais on peut le croire aussi. De la même façon que quand McCourt dit on n'a pas fait de proposition, on n'a pas fait d'approche, on peut aussi ne pas le croire. Donc là-dedans, il y a une sorte de jeu. Donc sur la forme, moi, j'ai aucun problème. Je trouve que c'est très très bien d'essayer d'envoyer un peu un coup de pied dans la fourmilière et de voir un peu comment ça bouge là-dedans. Et de dire, bon, attention, si vous lisez qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'acheteur, c'est pas vrai, il y en a, nous on est prêts. Après, la question est de savoir s'il y a l'argent. Parce que c'est bien beau d'annoncer des sommes, mais après, à un moment donné, il va falloir l'argent, le montrer, qu'il soit concret. C'est vrai que des fois, il y a des grands projets qui se montent avec des tours de table, avec des gens qui disent « oui, moi j'amène tant, j'amène tant, j'amène tant ». Et puis quand tu arrives dans la phase de réalisation, l'argent, il tarde parfois à venir, voire même il ne vient jamais. Donc je pense que Boudjelal est assez intelligent pour avoir bien mesuré, bien évalué la volonté des personnes pour lesquelles il porte le projet. Mais en même temps, rien n'est fait de ce côté-là. Et après, on tombe sur les déclarations qu'il a faites ce matin, qu'on a découvert. Qui voulait à Toulon. Là, franchement, moi j'étais tout prêt à le défendre, mais là, j'ai les bras qui me sont tombés quand j'ai vu cette vidéo. Je vais arriver à Toulon. Donc je vais à Toulon. Ça veut dire que soit il estime que le projet avec l'Olympique de Marseille ne se fera pas avant un bon moment. Il explique qu'il va faire les deux. Oui, mais les deux, c'est hors de question. Voilà, c'est pas possible. Il a dit c'est possible jusqu'à ce que Toulon remonte en Ligue 2. Oui, non. Donc pendant 2-3 ans, je serai à Toulon et à l'OM. Non, il y a un choix très clair à faire tout de suite. Et c'est pas, je vais essayer de voir, parce que je suis Toulonnais et parce que mes fils sont nés à Toulon. Mais on s'en bat les couilles. Si tu veux venir à l'OM, tu viens à l'OM, et Toulon, tu le laisses derrière, tu y reviendras peut-être plus tard. Mais si tu annonces que tu veux être sur l'OM et que tu as un projet à porter, porte-le le plus longtemps possible, ne fais pas des interférences avec Toulon. C'est que ça va complètement, ça dénature complètement ce qu'il disait au départ. Et là, ça me gêne beaucoup. Ouais, après, dès le départ, il a été un petit peu ambigu. Non, il avait dit. Toulon, ouais, on savait pas très bien. Il avait dit, si je peux faire les deux, machin, mais non, c'est hors de question. Voilà, c'est pas jouable. C'est ça qu'il annonce ce matin. En fait, c'est je veux faire les deux. Oui. Et si les deux c'est possible, jusqu'en Ligue 2. Après, si Toulon monte en Ligue 2, je ferai un choix entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est bien avec cette offre publique, c'est qu'au moins ça montre qu'il y a des intérêts pour l'OM, parce qu'en effet tout ça c'était un peu nébuleux, etc. Et on entend encore parler d'Al-Walid dont on ne sait pas très bien, mais il y a des intérêts. J'entends encore ce matin ou hier soir, Al-Walid,
il se tâte un peu parce qu'il y a le Covid, mais c'est arrêtez de nous prendre pour des cons. Enfin, la phrase, c'est s'il y avait un intérêt d'Al Walid, ce serait sans doute plutôt l'année prochaine, parce que là, cette année, avec le Covid, c'est avec un peu le compliqué. Covid, avec l'argent qu'il a, comme si l'histoire du Covid, ça pouvait lui poser un problème. Mais bref, tu vois, dans tous les cas, il y a des intérêts pour l'OM, et on l'a répété plusieurs fois ici, par exemple, Ineos, avant de racheter Nice, avait un intérêt pour l'OM, sauf qu'on leur a dit non. Et sauf que ce qui est répété un peu partout dans les médias, c'est que McCourt dit à qui veut l'entendre, je ne suis pas vendeur, l'entourage de McCourt dit je ne suis pas vendeur. Là j'en ai marre, quoi. Moi je dis à Frank McCourt, hello Frank, let's Olympique de Marseille, you are too far, tu es trop loin, tu t'en fous, for you, l'OM is so small, let's sell this club, please, casse-toi, voilà. Je te le dis gentiment, mais après ça va devenir, on va s'énerver, quoi. T'as rien à foutre ici, on s'en fout, t'es trop loin, mec. Enfin, je veux dire, va-t'en, quoi. Va-t'en, tu t'en fous, mais voilà. Ou vire-moi héros, ou fais quelque chose, montre-moi que tu tiens à ce club. Là, moi, je ne vois plus rien, hein. Ça fait longtemps qu'on t'a plus vu. Viens un peu nous donner des explications, quoi. Come on, Frank. Come on, explain us, please. Bon voilà, on a fait un petit peu de vente au OM parce qu'il faut toujours en faire ces jours-ci. On va terminer... Santé, Frank. On va terminer avec le concurrent. Donc le concurrent qui monte, on en parle tous les semaines dans cet apéro mercato, c'est Nice. Parce que Nice hier a annoncé la signature d'Amine Gouiri, qui est un espoir de Lyon, un attaquant. Pour 7 millions d'euros et Lyon récupère aussi un pourcentage 15 ou 20%, j'ai un trou et je ne l'ai pas noté. Mais voilà, donc Amine Gouiri, 20 ans, attaquant. On se dit que là c'est déjà la 5e recrue de Nice. Maintenant ils viennent prendre des jeunes joueurs à Lyon, etc. Même si bon, il y en a d'autres qui te diront quand Lyon laisse partir un jeune comme Maoulida par exemple, pas Maoulida qui a signé à Nice, c'est des fois pas bon signe. On peut aussi se dire que Nice récemment a récupéré Alassane Plea qui pendant 1 ou 2 ans c'était pas terrible et puis après ils l'ont revendu beaucoup plus cher. Donc bon voilà, Nice sait faire avec Nice et Lyon, ils savent faire dans le business de jeunes attaquants. Mais c'est la 5e recrue. Moi, c'est ça qui me marque un petit peu, c'est que sur ce mercato franco-français qui va durer 1 mois, Nice, ils ont pris 2 défenseurs, des jeunes défenseurs, un Brésilien, un Autrichien qui vient du Bayern de Munich, Schneiderlin, donc, sur lequel il y a des doutes, Gouiri et Hassan Kamara, qui est un joueur, une espèce de valeur sûre de Ligue 1 qui peut jouer un peu partout. Parce que là, Nice, là, maintenant, c'est devenu un vrai concurrent pour l'OM. C'est plus. Ils font un travail très cohérent. Mais ils l'ont toujours fait, avec à la manœuvre le duo Fournier-River. C'est des gens qui savent où ils vont, c'est des gens qui sont eux vraiment des bâtisseurs. Ils se retrouvent avec un actionnaire qui a les moyens aussi de les appuyer. Ils ne font pas non plus des folies, parce qu'ils ont quand même un petit stade, mes amis niçois ne m'en voudront pas, je veux dire, ils ont un gros stade, mais qui est vide. Ça plafonne à 20 000 le grand max, et puis voilà, c'est encore quand ça tourne bien. Mais c'est un problème ça pour eux, parce qu'ils ont un stade, un beau stade qui a été pour l'Euro 2016, etc., construit même, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à attirer du monde. Ben non, ils ont quand même tout un public à conquérir, c'est loin d'être fait. Et malheureusement, ça peut les bloquer, puisque il faut vivre aussi avec les recettes qu'on génère. Donc ça peut être un problème pour eux si à un moment donné ils n'arrivent pas à enclencher un mouvement populaire autour du club, quoi. Voilà. Bon, et puis après moi, Gouiri, j'aurais bien voulu qu'on se mette sur ce genre de profil. Alors quand j'ai dit ça, ne l'aurait jamais vendu. Ouais, voilà. Mais quand j'ai dit ça sur Twitter, je me suis fait défoncer. On m'a dit mais tu comprends rien, machin, tout ça. Il s'est fait les croisés aussi, ce qui a un peu, freiné sa progression. Mais le mec, il a 20 ans. Dans les catégories de jeunes, c'était un phénomène. C'était pas un bon joueur, c'était un phénomène que tous les supporters lyonnais attendaient. Ça ne veut pas forcément toujours dire du bien, puisque Fares Balouli, tous les supporters lyonnais l'attendaient, il n'a jamais rien fait, mais c'est quelqu'un qui avait quelque chose en tout cas, et sur tous les transferts, tu as une marge d'erreur, et nous, on veut prendre des jeunes, et je me dis, il est parmi les meilleurs jeunes attaquants français. Alors il peut encore se planter, mais bon, on va voir ce que ça va donner à Nice. J'espère qu'il se plantera parce que j'ai pas envie de voir Nice trop fort, parce que là ça va commencer à être compliqué si eux aussi ils atteignent le niveau de Lille par exemple ces 2 dernières saisons, et qu'il y a un moment il va y avoir du monde, quoi. Enfin c'est bien pour le championnat de France, quoi. Ça fera plus de matchs enthousiasmants, mais pour l'Olympique de Marseille qui doit se qualifier en Ligue des Champions tous les ans, c'est moins bien.
Oui, ça fait de la concurrence supplémentaire. Oui, avec en plus un Vieira à Nice, un Vieira quand même, qui est un bon entraîneur qui a fait. J'ai des doutes sur Vieira. Au début, c'était enthousiasmant, etc. Mais là, ça fait 2 ans qu'il est à Nice. Bah, il parle de faire du jeu, etc. C'est pas toujours flamboyant, parce que je regarde pas mal de matchs de Nice, parce qu'ils sont souvent le dimanche à 15h, etc. Mais s'il commence à voir les joueurs dont il a besoin et qu'il a travaillé en lien avec le duo Fournier-River, et que voilà, vraiment ils arrivent à créer un effectif complémentaire, je pense que ça peut le faire. Oui, il a les capacités en tout cas pour le gérer, le piloter et les amener peut-être à leur faire passer un palier. Oui, c'est un concurrent Nice. On verra. Ouais. Voilà, moi je regarde ça un petit peu d'un œil inquiet, le développement de Nice. Mais Vieira, c'est plutôt, j'ai des doutes sur lui, comme j'ai des doutes sur le public niçois, qu'ils n'arrivent pas à remplir leur stade, etc. À terme, ça peut être problématique. Mais on va s'arrêter là. Thierry, un dernier mot pour la fin? Moi, ce qui m'a fait rigoler là, ces derniers temps, c'était la forme. Il y a plein de gens, alors oui, on ne fait pas comme ça. Mais attends, c'est un milieu de requins où tout le monde se poignarde dans le dos. Il y en a un, il arrive, il met un coup de pied dans la porte et il dit oh, ouvre-moi qu'on discute. Moi ça m'allait très 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 bien. Voilà, je suis juste perturbé par ce discours de Boudjelal sur Toulon. Voilà, Mourad, là t'as loupé une étape là, quoi. Voilà. Bon, après, il y a d'autres projets aussi. Hein. Mourad Boudjelal l'a dit lui-même, il y a d'autres offres qui commencent à grossir. Qu'elles arrivent vite, quoi, qu'on se mette un peu à vibrer, parce que là, on vit quelque chose de voilà, c'est la vie de couple, quoi, au bout de 30 ans, quoi. Voilà, on s'emmerde, quoi. Il faut renverser la table, il faut du projet solide, il faut des joueurs capables de supporter ce maillot, capables d'amener l'équipe, de lui faire passer des paliers. Voilà, on a besoin, nous, on a besoin de bander, quoi. Voilà, on a besoin de vibrer, on a besoin de s'enthousiasmer. Et là, sur ce qu'on voit, on a l'impression qu'on va se faire chier. On va prendre encore un abonnement et on va, bon, voilà. On va s'arrêter là, mais on verra bien ce qui se passe dans les semaines. Moi, la question que je me pose aussi, c'est pourquoi ils gardent le club en fait? Ils perdent de l'argent tout le temps. Est-ce que des gens lui disent non, mais à un moment tu vas gagner plein d'argent avec les nouveaux droits télé? Frank, it's not true. It's 20 million and you're gonna have to pay back some of this money. Ouais, prends juste ce que tu as. Reprends ta mise et casse-toi. Think hard and true. On s'arrête là. Ryan Little.